bonjour à toutes et à tous. Nous avons malheureusement pris un petit peu de retard pour des soucis de traduction, donc je vais faire très bref. Merci d'être présent pour cette nouvelle session et j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Stéphane Pallage qui va monter sur scène et à tout de suite pour la suite. Monsieur Pallage. Je vois une université qui est ouverte au monde. Une vision très engagée. Je vois un rassemblement de personnes différentes. Ouais, une espèce de tourbillon de mouvements colorés. Là où tout a été possible. L'UQAM a été vraiment la place où j'ai énormément grandi en tant que personne. On a souvent une philosophie justement différente qui est plus rapprochée de l'humain. L'identité de l'UQAM est jeune dans son approche, dans ses idées, dans ce qui se passe. On a beaucoup de liberté d'expression. Les injustices sociales vont tenir à cœur aux gens de l'UQAM. C'est un peu l'école dont je rêvais quand j'étais enfant. Je peux faire ce que je veux. En n'ayant pas peur de me tromper, en n'ayant pas peur d'essayer toutes sortes de chemins différents. Il y a tellement de vie autour. Je peux aller patiner en hiver. Je peux aller vivre. Il y a des professeurs d'une extrême qualité qui, en plus, s'impliquent dans la communauté. Qu'est-ce que tu veux de plus comme université? C'est une porte vers tout ce que j'ai envie de faire dans la vie. L'UQAM, c'est Cet endroit où les gens peuvent juste être eux-mêmes. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mon nom est Stéphane Pallage. J'ai le bonheur d'être le recteur de l'Université du Québec à Montréal, dont vous venez de voir la présentation, l'UQAM. J'ai aussi l'honneur de faire l'introduction de ce panel, renforcer l'industrie québécoise grâce aux collaborations transatlantiques. Je suis recteur de l'UQAM depuis maintenant 3 ans. Avant cela, j'étais le recteur de l'Université du Luxembourg, au cœur même de l'Union européenne. Européen de naissance, je suis québécois depuis 1995. Pour avoir vécu suffisamment longtemps des deux côtés de l'Atlantique, je peux vous dire que les relations Canada-Europe sont naturelles et les valeurs partagées suffisamment fortes pour des alliances politiques et économiques solides et durables. Dans mon parcours académique, j'ai aussi vécu aux États-Unis. J'y ai étudié à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh. J'y ai vécu et travaillé. J'y suis devenu économiste. C'est un pays que j'aime et dont je crois en la résilience. Mais depuis le 20 janvier 2025, le visage de ce pays a changé. Les entraves au commerce se sont multipliées à un rythme aussi effréné qu'imprévisible. Les menaces d'annexion de territoires, le Groenland pour ses ressources, le Canada pour ses ressources aussi sans doute, ont été formulées d'abord avec humour, puis répétées ad nauseam. Elles ne sont plus drôles et certainement pas propices au renforcement de la confiance. Le bouleversement de l'équilibre géopolitique par une intervention unilatérale des États-Unis au Venezuela, un pays souverain, le désengagement envers les alliés de l'OTAN et envers l'Ukraine, les interventions au Moyen-Orient dont l'issue est plus qu'incertaine, mais dont une certitude émane, celle d'une crise énergétique mondiale. Tout cela ne peut qu'inciter les partenaires traditionnels des États-Unis à regarder ailleurs, et notamment à renforcer des alliances existantes. L'Irlande et le Royaume-Uni ne sont qu'à 5h30 de Montréal, la même distance que Vancouver. La Belgique, le Luxembourg, la France sont par les airs à quelques minutes de là. L'alliance transatlantique n'a pas à passer par Washington. Depuis 2 ans, le Canada fait partie du programme Horizon Europe,
un formidable levier de collaboration internationale en recherche. Nos universités et les universités européennes scellent des partenariats structurants, des centres de recherche conjoints, des programmes d'études avancées offerts en codiplomation. Les universités ont pris résolument le parti des alliances transatlantiques et peuvent faciliter les partenariats industriels ou commerciaux par les réseaux immenses de ce qu'au XXIe siècle, on peut qualifier de diplomatie académique. Ici encore, le lien universitaire avec les États-Unis est mis à mal par les nombreuses attaques que subissent les chercheurs de ce pays, dont les demandes de subventions de recherche seront désormais soumises à un filtre politique afin de vérifier leur alignement avec les visées présidentielles et la conformité des chercheurs aux valeurs mises de l'avant par le président. De telles attaques musellent les chercheurs. Et quand la science ne s'exprime plus, c'est la désinformation et le dogme qui prévalent, avec pour résultat un affaiblissement de la démocratie. Nos professeurs ne souhaitent pas se soumettre à un tel filtre politique, et ils ont raison. L'Europe, comme le Canada, protège la liberté académique, ce qui est gage de partenariats académiques solides. Je vous prédis que ces alliances transatlantiques vont se multiplier de façon spectaculaire. Que l'industrie et le commerce suivent la tendance me semble plus que souhaitable et plus que naturel. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Excellent colloque. Merci beaucoup, Monsieur Palage, pour ce mot d'introduction. Cela nous amène maintenant à notre prochaine discussion, comme vous l'avez dit à juste titre, renforcer l'industrie québécoise grâce aux collaborations transatlantiques. Pour ceci, nous aurons la chance d'avoir comme modératrice Young-Woo Wu, Politique Analyst Public Investments and Regional Development de l'OCDE. Et cette session sera présentée en collaboration avec le gouvernement du Québec. Merci beaucoup, bonne session. Le Québec, c'est un endroit rempli de talents et d'experts dans une variété de secteurs et de technologies. Et si au sein d'un même territoire, on unissait nos forces pour s'offrir un monde de possibilités? Pour créer un milieu de vie attrayant qui s'appuie sur la mobilité durable, la proximité des services et une qualité de vie à portée de main? Un milieu de vie où les idées générées dans nos lieux de savoir prennent forme. Où le savoir, l'industrie et l'entrepreneuriat s'allient pour que prennent vie les innovations. Et pour que le savoir-faire québécois rayonne à l'international. Au Québec, on voit grand. Au Québec, on se projette vers l'avenir. Les zones d'innovation, c'est l'avenir économique du Québec et la clé de son rayonnement international. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce panel. Je m'appelle Ying Wu, je suis analyste politique à l'OCDE, au Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes. Mon équipe travaille sur un large éventail de sujets liés au développement régional, notamment ce sujet essentiel, la transition industrielle. Juste rapidement, nous travaillons actuellement en partenariat avec la Commission européenne sur un projet politique de développement régional pour la transition industrielle, une perspective transatlantique
avec 14 régions d'Europe et d'Amérique du Nord, y compris le Québec et la région Émilie-Romagne en Italie, par exemple. Et le projet vise vraiment à développer un cadre de politique publique pour aider les régions en général à gérer la transition industrielle. Donc, c'est très intéressant pour moi d'être ici aujourd'hui pour modérer ce panel. Et je tiens à remercier la Conférence de Montréal et le gouvernement du Québec de nous accueillir aujourd'hui. Avant de commencer, donc, je vous présente nos éminents panélistes aujourd'hui. Monsieur Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, président de la Fondation Prospective et Innovation. Monsieur Vincenzo Colla, vice-président de la région Émilie-Romagne en Italie, en charge du développement économique, de l'économie verte, de l'énergie, de la formation professionnelle, des universités et la recherche. Madame Chloé Archambault, gestionnaire du fonds d'investissement québécois Contaset. Monsieur Yuri Rousseau, sous-ministre adjoint, politique économique et des affaires extérieures, gouvernement du Québec, Canada. And Minister Neil Richmond, Minister of State at the Department of Foreign Affairs and Trade of Ireland, with special responsibility for international development and diaspora. Thank you all for being with us today. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Juste pour votre information, nos panélistes aujourd'hui s'exprimeront en français, anglais et italien. Et je pense que la traduction simultanée est disponible en français et anglais. Donc, je vais commencer par quelques questions collectives et puis je poserai une question spécifique à chacun d'entre vous. Ma première question. En fait, aujourd'hui, la plupart des acteurs industriels évoluent très rapidement sous l'effet des transformations technologiques, des enjeux écologiques et d'une concurrence internationale de plus en plus forte. Et dans ces contextes, on entend souvent parler d'industrie ou des entreprises prêtes pour l'avenir, being future ready. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie et quels changements doivent-elles mettre en place? Donc ça, c'est ma première question et je vous donne les paroles. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Raffarin. Bonjour à tout le monde. C'est un grand bonheur de se retrouver ici à Québec, au Canada, pour frotter nos cervelles sur les grandes questions d'avenir dans un monde devenu nerveux et dangereux. Je suis content de voir que dans l'assistance, 50% des personnes n'étaient pas nées quand j'ai commencé à connaître le Québec. Donc, je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de changements, mais qu'il y a des continuités, et parmi les grandes continuités, il y a cette proximité avec l'Europe, ce souci culturel et cette qualité de l'accueil. Merci à la conférence de Montréal. Pour votre question, en général, je ne m'occupe pas des questions quand je réponds, mais j'ai voulu vraiment être attentif à ce que vous proposez. Je voudrais vous dire qu'il y a deux choses qui sont très importantes pour le Québec et qui se passent un peu partout dans le monde. La première des choses, c'est la vitesse de mutation. Et que dans cette vitesse de mutation, le changement climatique, le digital, l'intelligence artificielle, le fait urbain, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et au fond, le Québec n'est jamais en retard sur tous ces sujets. Ça, c'est très important. Et je dois dire, par exemple, que sur l'intelligence artificielle, je suis très impressionné par les travaux qui sont engagés. Je visitais hier avec la délégation française Mila. Je vois tout ce qui est fait par McGill, par HEC Montréal, par Laval, tout ça, par l'UQAM, naturellement, monsieur le recteur, qu'on a écouté avec attention. Je vois bien qu'il y a une vraie dynamique. Et ça, c'est un atout considérable. Nous sommes dans un monde qui bouge très vite et il y a intérêt à être en tête parce que pour ceux qui sont à la queue, ça va être difficile. Ça, c'est le premier axe qui est un atout formidable. Et notamment, je pense que sur des questions dont nous avons tous besoin, par exemple, le leadership. On a besoin de leaders. On a besoin de leaders pour la politique, on a besoin de leaders pour les entreprises, on a besoin de leaders pour la société civile, on a besoin de gens qui portent des projets
Mais ces gens-là, nous sommes habitués à leur construire une pédagogie du leadership dans nos études, etc. Mais quel va être l'impact de l'intelligence artificielle sur la pédagogie des leaders? Je crois que là, il y a des sujets très importants et je ne vois pas une réflexion sur ces sujets approfondis sans la participation du Québec. Et je crois que c'est un axe important de stratégie. Le deuxième axe qui est aussi très important, c'est que nous sommes dans un monde, hélas, dans lequel le droit recule et la force avance. Aujourd'hui, alors que nous avons en Europe, comme ici, choisi la régulation, choisi le droit pour faire en sorte que dans ce contexte-là, la mise en société reste toujours positive pour le plus grand nombre, nous voyons bien aujourd'hui que toutes les formes de régulation, notamment liées au multilatéralisme, s'effacent. Le Conseil de sécurité, l'OMC, un grand nombre d'organisations internationales sont aujourd'hui paralysées. On ne produit plus de droit international. Et donc la force s'installe. Et la force, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas rester tout seul. Et que l'ouverture est une dynamique essentielle. Et je crois qu'il faut tenir compte aujourd'hui de cette nécessité-là. Aujourd'hui, il vaut mieux choisir la stratégie Montréal que la stratégie Babel. La tour de Babel, c'est vraiment ce qui menace le monde aujourd'hui, entouré de frontières, entouré de tarifs, entouré d'un esprit de fermeture. Et donc, pour résister à tout ça, il faut construire, notamment par le partenariat transatlantique, des échanges et la capacité à toujours rappeler que la richesse naît de l'échange. Et de ce point de vue-là, je termine par cette idée qui me paraît très importante. Le temps est un temps canadien. Vous avez gagné, grâce à M. Trump, un statut nouveau. Dans la situation d'aujourd'hui, vous apparaissez comme des Nord-Américains libres et responsables. Libre, ça veut dire que vous défendez vos propres intérêts et que vous n'êtes pas une succursale. Responsable, c'est que vous n'avez pas l'agressivité stratégique contre l'Amérique, contre votre continent. Et que cette capacité d'indépendance, sans être belliqueux, c'est déjà quelque chose d'assez original dans le monde aujourd'hui. Car quand on parle d'indépendance, il y a derrière toujours des risques de tension. Et là, il peut y avoir aujourd'hui, avec le Canada, une capacité à défendre vraiment vos idées, le tout en recherchant l'équilibre. De ce point de vue-là, le Premier ministre canadien, notamment à Davos, mais d'une manière générale, y compris dans son voyage en Chine, a montré cette voie nouvelle. Il a monté le micro du Canada. Le Canada disait des choses il y a quelques années, mais ces choses, elles apparaissaient souvent comme banales parce qu'elles étaient naturelles. La bonne coopération, travailler normalement avec le Canada, tout ça était naturel. Aujourd'hui, le micro du Canada a gagné en altitude. Et en altitude, ces messages sont plus forts, ces messages comptent plus dans le monde. Et donc, il y a une position positive pour le Canada aujourd'hui. Le leadership canadien doit pouvoir se faire entendre. Et c'est pour ça que Québec doit pouvoir profiter de cette dynamique-là pour mettre en avant à la fois son attachement à la modernité, mais aussi à la dimension humaine de cette modernité. S'il y a un message québécois, je me souviens, c'est quand même que l'humain doit toujours rester au cœur d'un monde qui se veut moderne. C'est pour ça que je suis optimiste, malgré toutes les informations qui nous entourent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ravarin, et surtout le message clair de partenariat, d'opportunité. Et maintenant, je vais vous donner la parole à la vice-présidente Kola. Et vous voulez prendre la parole. Grazie, mi fa molto piacere essere qui con un panel di questa qualità. La mia regione ha un rapporto splendido col Quebec e col Canada che vogliamo consolidare, ma aggiungerei al Ministro che abbiamo bisogno come non mai anche di leadership democratiche. Abbiamo una situazione inedita dal punto di vista geopolitico, che diventa immediatamente geoeconomico. Queste guerre stanno ridisegnando il mondo in negativo e la più grande preoccupazione che abbiamo noi è però
la caduta geovaloriale che abbiamo, a partire dal fatto che si sta disintegrando la democrazia liberale, che è stata la grande piattaforma di tenuta dell'Europa, dell'Occidente, dell'Europa, dell'America, del Canada. Guardate che se si rompe quella piattaforma rischiamo di essere nell'ignoto, e questo è il tratto che più ci preoccupa. L'Emilia-Romagna è molto europeista e quindi, se dovessi dire insieme al Canada, ci dobbiamo sedere alla tavola, non essere dentro il menù, e questa è l'operazione più intelligente che dobbiamo mettere in campo insieme. E però attenzione che abbiamo un tratto di un'Europa che deve recuperare sovranità tecnologica, perché quando non si ha sovranità tecnologica poi non si ha sovranità politica. Siamo dentro uno schiacciamento tra quelli della Silicon Valley, che per quanto mi riguarda non ce n'è uno carino, e quelli che sono i cinesi, che quando abbiamo imparato arrivano ed è tardi, e quindi chi ha valori comuni come l'Europa, il Canada e il Quebec devono iniziare a progettare insieme il governo della tecnologia, il governo della sostenibilità del pianeta e avere i talenti quale condizione per far reggere la democrazia nelle nostre realtà. Questo è il tratto fondamentale del perché siamo qui come Emilia-Romagna che sta nel mondo. Abbiamo produzioni di grande qualità, è noto, potrei dire Ferrari, Ducati, Lamborghini vengono fatti nella mia regione, Villeneuve ovviamente lo ricordiamo sempre, e però non è sufficiente produrre. Abbiamo bisogno di unificare tecnologia e umanesimo, perché questa tecnologia polarizza moltissimo e rischi di avere degli ottimati e sotto una bolla di lavoro povero, di imprese povere che hanno l'analfabetismo dell'innovazione. E a quel punto il tema non è più economico, ma diventa di coesione dei popoli, di coesione sociale nelle nostre città. Ecco, questo è il tratto più bello che ho discusso anche con l'Università del Quebec, con imprese del Quebec, con l'ambasciatura del Quebec, e sono qui per continuare questa discussione con voi. Grazie. Grazie, merci beaucoup, thank you. Et Madame Archambault? Bonjour. Premièrement, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci pour la question. Peut-être avant d'y répondre, une petite mise en contexte pour que vous puissiez me suivre ensuite dans ma réponse. Faut savoir que je suis de formation scientifique à la base, même si aujourd'hui je fais surtout de la finance. Et Quantasset, donc la firme que j'ai co-créée avec deux associés, a pour mission d'investir dans des startups en ce qu'on appelle en deep tech, en technologie profonde et plus spécifiquement en technologie quantique. Et donc, permettez-moi de prendre un angle un peu différent peut-être de celui de mes collègues à la question, un angle plus technologique, même si évidemment, je suis totalement en appui avec les messages de collaboration et d'alliance qui ont été envoyés. Mais la question étant comment les entreprises, les institutions, les gouvernements peuvent se préparer à l'avenir et se positionner. Je pense que ça a une part importante de cette préparation-là et de se préparer à l'adoption des nouvelles technologies, des nouvelles vagues. On le voit avec l'IA qui est déjà sur nous. Eh bien, ma conviction, évidemment, si j'ai fondé Quantasset, c'est que la prochaine vague technologique qui va transformer les industries, c'est celle des technologies quantiques. C'est une opportunité énorme qui se dessine à l'horizon. Ça s'en vient plus vite que la majorité des gens le croient. C'est une opportunité pour les entreprises de tirer profit des capacités de ces technologies-là, que ce soit la découverte de matériaux, la découverte de médicaments, l'optimisation de portefeuilles, des applications, la simulation d'avions en vol, et j'en passe. Donc, c'est des technologies auxquelles il faut également se préparer parce que ça ne s'adopte pas du jour au lendemain. Donc, moi, le message que j'envoie, c'est de se renseigner sur ces sujets-là et de commencer à s'y attaquer. Là, je parle beaucoup des côtés positifs. Malheureusement, il y a également des côtés négatifs. L'informatique quantique va permettre de briser à peu près tous les types de cryptographie, de cybersécurité qu'on connaît aujourd'hui. Et pour ça aussi, il faut se préparer parce que je peux vous dire que les forces ennemies, qu'elles soient étatiques, terroristes, industrielles, etc., se préparent déjà pour ça.
Et donc, les entreprises doivent aussi commencer à se préparer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, mais il faut commencer à les mettre en œuvre. Et donc, pour conclure sur tout ça, il y a une préparation technologique à faire et cette préparation-là peut se faire en collaboration transatlantique avec d'autres États et nations amis, évidemment, parce que, par exemple, en quantique, on est très fort ici au Québec, au Canada. Il y a d'autres, la France et l'Italie aussi, et l'Irlande d'ailleurs. Je pourrais nommer des exemples partout. ont chacun leur force aussi dans ce secteur-là, mais tout le monde ne peut pas être bon exactement dans tout. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut collaborer tous ensemble. Merci beaucoup. C'est vraiment très important d'avoir la perspective de le secteur privé aussi. Monsieur Rousseau? Oui, bonjour. Mais votre question est sur des régions qui sont prêtes pour l'avenir. Il y a environ une heure, notre ministre de l'Économie, Bernard Drinville, a parlé de la vision économique du Québec. C'est une vision qui a été écrite par des équipes au ministère de l'Économie, qui a été livrée par le premier ministre Legault en novembre dernier. Et dans cette vision-là, on dit que pour réussir dans le futur, il faut qu'on double notre capacité énergétique, parce que ça va prendre de l'énergie pour l'IA, pour les centres de données, etc. Il nous faut des capacités souveraines, donc il faut se défendre, parce que maintenant, dans l'ordre mondial, il faut être capable de se défendre, donc d'être fort dans le secteur de la défense. Et il faut qu'on exploite nous-mêmes nos minéraux critiques, stratégiques, et qu'on transforme. Donc ça, c'est vraiment la vision. Mais pour le faire, la vision incorpore un paquet d'éléments au niveau de stimuler la recherche et l'innovation, attirer les meilleurs talents, développer notre main-d'œuvre. Le Québec a une main-d'œuvre bien éduquée. C'est un bon endroit pour investir parce qu'on a des gens qui sont bien formés, notamment dans le domaine aérospatial, dans l'IA, dans le quantique, etc. On doit aussi améliorer notre productivité, réduire notre bureaucratie, accélérer les projets. Le rôle du gouvernement, c'est vraiment de créer les infrastructures, de bâtir les ports, les aéroports, les chemins de fer, les infrastructures universitaires et de recherche pour qu'ensuite les entreprises puissent innover. Mais ceci dit, toutes les régions du monde misent sur ces mêmes éléments-là, sur le développement du talent, sur l'innovation. Donc, ça prend quand même un ingrédient secret, un élément spécial pour être vraiment un endroit qui va créer des technologies de rupture, qui va faire une différence. Et moi, j'aime penser que le Québec, on est un peu des irréductibles Gaulois en Amérique, avec le fait français. Ça nous donne un lien avec l'Europe que le reste de l'Amérique n'a pas. Et je pense que ça fait partie de notre potion magique, ce lien transatlantique, notre créativité, notre passion, notre sang chaud, un peu latin, nous aide à réussir. Et c'est pas moi qui le dis. En fait, j'ai une citation que j'aime beaucoup, je vais la dire. And I'm going to say this one in English. There's a prolific author in the U.S. It's called Walter Isaacson. He writes biographies about innovators. He wrote about Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Elon Musk, and his recent book is about Jennifer Doudna, which you probably don't know. She's the codebreaker. She created CRISPR, which permits gene editing, so transforming DNA. And in that book, there's a chapter called Quebec, a whole chapter about Quebec. And I'm going to read the first sentence, and it's going to prove my point. So Walter Isaacson wrote, while attending the 2019 CRISPR conference in Quebec City, I was struck by the realization that Quebec gave me the same vibe as San Francisco Computer Fair in the late 70s, where I first met Steve Jobs and Bill Gates. The same vibe. So where I first, what I met there is not computer nerds, but cool kids who collaborate with everyone in the world, and they ended up collaborating on the COVID vaccine, the messenger RNA, and the creation of CRISPR. So I think that struck me too, that this US author talks about Quebec as an innovative place. And if you visit either Sherbrooke with the quantum technology, you visit the University of Laval and the biomed, medtech sector, if you visit Bromont, our semiconductor zone d'innovation, I believe you will be struck with the same vibe as Walter had in San Francisco in the late 70s. We are a place where you can dream, you can innovate, you can collaborate with the best in the world, and that's what we aim to be in Quebec, and that's what we hope to be for the future. Voilà. Thank you very much for the interesting story, and I think you've hinted my second question, so I will come back to you. Now I would like to give the floor to Minister Richmond.
Thank you very much. Merci beaucoup. It's very tricky to follow 4 interventions where you agree with absolutely every element of them and try and say something different, or at least try and say the same thing but slightly differently. But I'd like to make 2 points that really complement and maybe tie the interventions together. 2 aspects that need to be pursued, not just by governments, not just by public policy leaders, but also the private sector and our third level institutions. And it underlines the importance of events like this. It is the ability to collaborate and do all those things with a unity of purpose. Now, that's not always easy. There's always competition. There's competition for resources. But the first element of that comes with investment. Investment both of financial resources and also in terms of the talent that comes through. So the technologies that we speak of, they're not 20 years away. They're here. They're being used. And we can look at it one of 2 ways. We can be very frightened and worry about what's going on, or we can be really excited and look at the very real opportunities to make people's lives better and to work more collaboratively across them. But that requires investment, not investment in the specific skills, but investment in the base level skills that you can adapt and put into force as the technology evolves. What we're teaching our kids in university now, an element of it will be obsolete in 5 to 10 years. But it's the grounding of skills that they'll be able to adapt and really invest in the element of lifelong learning. And I think that's really, really key. And the second aspect that ties it all together is agility. Now, Ireland is a small country, just over 5 million people. We need to be agile. We're not going to be top in terms of size or in terms of power, but we need to be agile in terms of how we move with trends and how we move what we're teaching our kids at university towards what the market needs today, but also how we look at our economy can adapt and be agile, looking at issues that we didn't think were going to happen 10 years ago. Like, think back to this event 10 years ago. Would we have had a pandemic, the likes of which we haven't seen in a century? Would we have seen Russia's brutal invasion of Ukraine? Would we have seen the cost of living crisis and the energy crises that have come through interactions? We possibly were at the start, the precipice of a changing dynamic in the liberal democratic global order. We had rooted and anchored so much of that in parts to the United States. The United States was the anchor to liberal Western democracy, to open, free and fair markets, to cooperation when it comes to defence, security, innovation, and making the world a better place. The things that we took for granted 10 years ago aren't there. So how do we become agile? Agile with our economy, agile with our society, agile with our politics, and in conclusion, how do we make sure that as many like-minded countries and regions work together? France, Canada, Italy, Quebec and Ireland all represented on this panel. We all disagree on certain things, but our common agreement is far greater than any of our disagreements, and we need to work more together now more than ever before. Thank you very much. Indeed, this word collaboration would be the key theme of our discussions today, and I think some of you have mentioned a lot about this key ingredient for success, and that's actually my next question. And I would like to ask, donc je vais changer en français, parmi les territoires qui réussissent particulièrement bien en matière d'innovation, de modernisation, et quels sont selon vous les facteurs qui font vraiment la différence? Est-ce avant tout une question de talent, de financement, ou la capacité de recherche, ou la rapidité de décision? Et pourriez-vous partager un exemple d'initiative qui a bien fonctionné dans votre région ou votre pays? Écoutez, je pense que quand on parle de territoire, il faut distinguer maintenant des nouveaux territoires. On a clairement les territoires nationaux, là où se développe une nation, une solidarité de nation. Et il est clair qu'au Québec, il y a une nation, une dynamique, une solidarité, un moteur de développement important qui est l'espace national. Et nous voyons bien que dans l'Europe, où nous avons construit une étape supérieure à la nation reste essentielle dans la mobilisation, dans ce qui est au fond le cœur du développement. Mais aujourd'hui se créent de nouveaux territoires. Et je pense qu'il faut bien réfléchir à ces territoires de projet aujourd'hui qui nous imposent des logiques d'ouverture.
Parce que les exigences d'un monde qui est un monde où la force domine, les exigences de puissance sont très importantes. On ne peut pas rester solitaire, tout seul dans son coin. Il faut donner de la puissance aux initiatives que nous prenons. Et c'est pour ça que quand on a des équipes talentueuses, qu'on a des objectifs très de modernisation, avec une culture nationale approfondie, il faut aller chercher l'ouverture. L'identité n'est pas contraire à l'ouverture. Au contraire, l'identité forte vous intéresse à l'identité de l'autre. Et donc, il faut militer aujourd'hui pour les logiques d'ouverture. Je crois que si les démocraties ne se battent pas pour l'ouverture, on sera écrasé par les régimes autoritaires qui proposent toujours la fermeture, les tarifs, les barrières, tout ce qui enferme les stratégies de Babel. Nous ne voulons pas ce genre de développement. Et donc, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on ait une identité forte ou une identité moyenne, on a besoin de son identité pour savoir qui on est, mais on a besoin de l'autre aussi pour grandir et pour échanger. Et donc, il y a un grand nombre de sujets sur lesquels nous devons nous dire qu'on peut travailler ensemble pour donner de la force à nos projets. Je pense que ce que fait, par exemple, HEC Montréal sur l'IA, puisque vous demandez des exemples, je crois que c'est quelque chose de très important. C'est une avance qui a été prise ici par un certain nombre d'établissements, mais je pourrais citer aussi McGill et quelques autres, qu'il y a des coopérations à faire avec les universités françaises, parce qu'il y a, je crois, que ce soit régional ou national, que ce soit la capacité de penser ensemble l'avenir. Il faut penser ensemble l'avenir. Et vous savez, il y a cette belle phrase de Saint-Exupéry, « S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Si dans le rapport transatlantique, on ne regarde pas ensemble sur des projets d'énergie, vous avez des compétences, vous avez sur le projet de l'IA, sur le projet du changement climatique, sur les problèmes de l'identité culturelle, si on ne bâtit pas des projets communs avec des Français, mais avec des Italiens, avec des Allemands, avec tous ceux qui peuvent apporter leur influence nationale différente, mais leur motivation vers le projet, c'est très important. Au fond, aujourd'hui, voyons bien que nous sommes dans un monde où la fragilité va souvent condamner les gens. Et donc, il faut être très attentif à ce qu'on ne soit pas exclure. Et ce n'est pas parce qu'on est régional, provincial, qu'on a le devoir de se taire. Il faut au contraire dépasser ça. Pour ce qui n'est pas donné naturellement, la puissance, on aille la trouver par la qualité de nos stratégies. Et je pense vraiment que la coopération, aujourd'hui, c'est la réponse aux tensions. Et si vous regardez les régimes autoritaires, ils n'aiment pas beaucoup qu'on coopère avec leurs structures décentralisées quand ils en ont. Et donc, il faut se dire que la décentralisation, c'est la provincialisation, le système fédéral, tout ça, on a créé des libertés, on a créé des motivations, mais attention, il ne faut pas que ces motivations s'enferment dans des frontières, s'enferment dans des tours de Babel et ne vont pas participer à des nouveaux territoires qui sont des territoires d'avenir. Je pense que l'éducation est un élément très important. L'IA va transformer complètement l'éducation et si on ne se met pas ensemble pour avoir, notamment sur ce sujet, une stratégie franco-québécoise, je crois qu'on ne sera pas au rendez-vous de notre culture qui a toujours fait de l'éducation un élément majeur aujourd'hui. L'éducation est menacée. Précédemment, l'éducation était grandement fondée sur la mémoire. On voit qu'aujourd'hui, la mémoire va être accessible à tout le monde. Tout ceci va imposer de nouvelles réflexions. La pédagogie va changer. Tout ceci devrait faire partie d'objectifs qui sont d'objectifs de coopération, et notamment de coopération provinciale, nationale, avec un certain nombre de choses mixtes. Je vais vous dire une petite expérience que j'ai eue avec mon ami Jean Charest, Premier ministre du Québec. On disait toujours le Québec, c'est la porte d'entrée sur l'Amérique pour les Français. Et puis la France, c'est la porte d'entrée sur l'Europe pour les Québécois. On s'est dit, on va jouer ça. Eh bien, on va faire un voyage au Mexique, une mission d'entrepreneurs, des entrepreneurs français avec le Premier ministre français, des entrepreneurs québécois avec le Premier ministre québécois. Ah là là, ça a été terrible. Moi, le ministère des Affaires étrangères français s'est levé contre tout ça. Ça a été terrible, tout ça. L'ambassadeur a été venu me dire je ne suis pas d'accord avec vous. Je lui ai dit, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez le premier billet d'avion. Mais pour le moment, en tout cas, c'est moi qui vais décider. Et donc, on a fait ce voyage. Bon, et on a eu des subtilités très, très fortes. Mais on a réussi. Je crois qu'il ne faut pas informer
la logique provinciale, la logique territoriale, la logique régionale, ça porte des noms différents suivant la nature des régimes, mais il faut qu'il y ait l'identité et l'ouverture. Ce sont les deux forces qui doivent être conjuguées et en aucune façon se laisser enfermer, ni en refusant l'ouverture, ni en s'enfermant dans l'identité. Merci beaucoup pour l'histoire et aussi c'est vraiment une approche de bottom-up et ouvert. Et comme c'est une question de territoire, je vous donne la parole à vice-président Gollard. Vous voulez répondre? Sì, ma io condivido le valutazioni che ha fatto il Ministro, anche perché guai non avere identità. Quando non hai identità sei debole. Il punto però è quello di avere solo l'identità senza relazioni internazionali. Quindi quando tu hai solo identità e non relazioni internazionali diventi un soggetto chiuso, tendenzialmente diventi nazionalista. E questa è una malattia che vedo che nel mondo sta facendo presa. Pensi di quasi un tratto autartico. E però c'è un punto che noi dobbiamo tenere, le relazioni fanno sempre la differenza della qualità democratica. Vedete, io sono una regione, ho fatto accordi col Quebec, abbiamo accordi con regione francese, ho accordi con regioni tedesche. Guai avere cesura, dobbiamo avere la curiosità delle diversità e avere relazioni internazionali è condizione per evitare quello che oggi sta avvenendo. Le relazioni arrivano prima di una legge, arrivano prima di un manufatto. La qualità delle relazioni democratiche fa sempre la differenza. E devo dire che però, attenzione, che io penso che questa tecnologia stia cambiando anche le relazioni. Quello schermo rischia di essere l'identità del tutto e questo è molto pericoloso, anche perché, diciamoci la verità, questa tecnologia è bellissima, è mondialista. Io posso essere a Vladivostok e discutere con il Texas, con il Canada, guardare, vedere, comprare, relazionarmi, è una tecnologia mondialista, con un problema però, che polarizza moltissimo se non la governo. Rischio di avere degli ottimati e sotto una bolla di lavoro povero, di imprese povere che hanno l'analfabetismo dell'innovazione. Quando sei lì non è più solo un problema economico, diventa un problema di coesione sociale nelle nazioni, nelle identità territoriali. Quindi ci sarà un motivo, deve essere successo qualcosa, Ministro, se anche Papa Leone ha deciso di fare un'enciclica sull'intelligenza artificiale mettendo al centro la persona. Un fatto incredibile. Devo dire che la mia regione consegna anche 3 consulenti bravissimi su questa enciclica, ma perché pone questo tema? Perché se non governiamo questa tecnologia, la polarizzazione rischia di essere uno dei fattori dirompenti. E la continuiamo a chiamare intelligenza artificiale, ma permettetemi, è fatta dalle persone. Quell'algoritmo è fatto da persone. Se lo vogliamo governare è possibile. Se invece lo lasciamo solo a pochi che la vedono solo come tecnocrazia, come business, come concentrazione dei poteri e scavalcano i perimetri geografici senza nemmeno guardarli, ecco, allora lì entriamo nello scontro democratico per eccellenza e siamo lì. Devo dire che in questo scontro, qui c'è chi se ne intende, l'altro grande punto qual è? Ce l'ha detto Aghion, premio Nobel sull'economia, tra l'altro un francese, bravissimo, che ha detto siamo dentro al tratto schumpeteriano per eccellenza, la distruzione creatrice. Da una parte distruggi, dall'altra parte crei, impresa, lavoro. Però ha messo un ingrediente nuovo rispetto a Schumpeter, che ha detto attenzione che dobbiamo fare la ricucitura sociale.
quelle risorse, quella produttività la dobbiamo mettere per allungare la mano ai più fragili, altrimenti se è solo Schumpeter stavolta siamo dentro una dimensione nuova, democratica dei nostri paesi. Ecco, quel libro è veramente da leggere. Grazie. Merci beaucoup. On a encore un peu de temps, donc je vais demander si peut-être M. Rousseau, vous voulez ajouter quelques commentaires. Oui, parce que votre question, hein, on y revient, c'est vraiment comment réussir à avoir des territoires qui sont innovants. Et le Québec, on a pris ça vraiment sérieusement. On a vraiment tenté, et c'est encore dans les débuts, de créer ce concept des zones d'innovation, où on vient mettre ensemble de l'investissement privé, des centres de formation universitaire de pointe, des entreprises privées, des jeunes pousses, et aussi, ça prend du financement, et de structurer pour que ça fonctionne. Et ce qui est important, c'est la rapidité d'exécution, d'être capable de donner aussi des permis, que la bureaucratie soit le plus simple possible, et ensuite, de générer quelques succès qui vont permettre des ententes internationales. Et on a des ententes maintenant en nos zones d'innovation et des zones d'innovation en Italie avec le programme Principia. On a une entente que j'ai eu la chance de signer avec Paris-Saclay, qui est un grand groupe d'innovation dans la région de Paris. Et cette entente-là a amené un investissement d'une firme, peut-être que tu connais, Chloé Cobly, qui a choisi d'investir en Amérique du Nord, à Sherbrooke, au Québec, l'an dernier. J'ai aussi eu la chance de signer une entente avec la métropole de Daejeon, l'an passé, ici même, à la Conférence de Montréal, sur l'innovation. Et là, maintenant, on a des chercheurs québécois qui vont faire affaire avec des chercheurs de la Corée du Sud. Donc, vraiment, pour être court, il faut être capable d'attacher ensemble le talent, le financement, les infrastructures de recherche et un système de start-up, un système de jeunes entreprises qui vont trouver leur financement, qui vont pouvoir croître. Et c'est ce qu'on veut faire ici au Québec. On a l'énergie, on a le talent, on a les ressources et on vous invite à venir faire de la recherche ici au Québec. Merci beaucoup. Et donc maintenant, ma dernière question à l'ensemble du panel, et je vais commencer par vous, ministre de Richmond, cette fois. On dit souvent que les écosystèmes d'innovation fonctionnent bien lorsque les entreprises, les investisseurs, les centres de recherche et le pouvoir public marchent et travaillent ensemble. Mais dans la pratique, quels sont aujourd'hui les principaux obstacles à cette collaboration et surtout, comment peut-on réussir à dépasser les logiques du silo? Avez-vous vu des modèles ou des mécanismes qui encouragent ces dynamiques collectives? So I would like to start with you this time, Minister Richmond. Thank you very much. May I just say on the general theme of collaboration, the most important example of collaboration for Ireland has been our membership of the European Union. Before that, we were a third world country, an island behind an island, but working with 26 other partners. Not only has that created a great collaboration, but it gives us the means to collaborate with other countries such as Canada and other regions. And it's that mentality. I'm going to give a very specific example in relation to how this can work and how, I suppose, one has to be very self-aware. Government cannot do this alone. Equally, government cannot leave this to the market alone. And thirdly, they have to be able to prepare to work together and not always be in pursuit of ownership. And look, I'm a career politician, elected 17 years. I love claiming responsibility for other people's work, but that's not very good for the community that I service. I'm going to give a really, really specific example. The coolest job I've ever had in politics, according to my nephews and nieces, was being Minister for Space. Yeah. You know, live long and prosper, that was me. But then you're thinking, Ireland doesn't have a space program, that makes no sense. You know, what are you doing? But just over 10 years ago, there was the realization that our tech economy was growing rapidly, that we were producing dozens and dozens of amazing engineers, of physicists who wanted to work, who were taking startup companies and looking for where is their opportunity.
So the decision was made in collaboration, so it wasn't one person. So it was the government through the Department of Enterprise, with Enterprise Ireland, which is a state agency, with University College Dublin, which is the largest university in the state, backed by Horizon funding to set up a place called Nova UCD, an accelerator embedded within one of the universities, but with a true commercial output, backed by state money as well as private sector money. And roll on 12 years later, you have 110 companies that are no longer startup companies. These are fully burgeoning companies that came together. We see Ireland launch their first satellite 4 years ago. We see for the first time in over 40 years of membership of the European Space Agency that we actually have Irish companies bidding for countries to the European Space Agency. And this is particularly relevant for Quebec, which is such a hub for aerospace technology across North America. We're not going to build a rocket in Ireland. We're not going to build a shuttle. Maybe we'll get an astronaut one day, but there might be that one component, that one microchip, that one piece of technology, that one opportunity. And we've seen a number of Irish companies be able to bring to market equipment and technology that has been bought by French companies, that has been embraced by technology, and it's working in really practical examples. So we see space technology being used to look at pH levels in Irish soils to make sure that we manage crop rotation ahead of climate change. We see accessibility using GPS technology for people with reduced mobility to make sure that they can get appropriate accessibility to university campuses, to sports stadia, to business parks. All this thing came out of collaboration. And the main thing is no one entity has ownership of this. The government cannot point to this and say, we created these jobs. We played a part, but so did the state agency, so did the university, so did the private sector funding, so did the European Union through Horizon, and crucially, the people who really did this were the scientists and technicians who were given an opportunity to work together, to collaborate. They were given financial support, they were given working space, they were giving introductions. And now we have 110 companies employing nearly 3,000 people 12 years later after initiative, and hopefully, pardon the pun, the sky's the limit. Very interesting. Thank you very much. Et peut-être pour finir, je vous donner la parole à Madame Archambault, juste ajouter la perspective de le secteur privé en termes de collaboration. Absolument. Tout le monde veut collaborer. Je pense que le défi n'est pas sur la volonté, que ce soit dans une entreprise, dans des centres de recherche, etc. Tout le monde aura toujours cette volonté-là de collaborer, que ce soit à l'international ou localement avec différents types d'entités, dans la mesure où il y a un win-win, où le partenaire nous amène des ressources, une expertise qu'on n'a pas, etc. La volonté, elle est là où, pour moi, souvent, ces collaborations-là n'avancent pas, ne vont pas de l'avant. C'est avant tout pour des questions que les différents types d'organisations n'avancent pas à la même vitesse. Donc, je fais affaire avec des entreprises, particulièrement des startups, qui veulent aller vite. Et non seulement ils veulent aller vite, il y a des gens comme moi qui sont derrière eux et qui leur demandent des comptes à tous les 3 mois. Et essentiellement, certaines ne savent pas nécessairement si dans 3 mois, dans 6 mois, elles existent encore, peuvent encore payer leurs employés. Donc, c'est pas juste qu'elles veulent aller vite, par nécessité, elles doivent aller vite. Par contre, des organisations parapubliques, des grands groupes industriels, des centres de recherche, généralement, n'évoluent pas à la même vitesse. Et ça rend ces collaborations-là entre entreprises ou start-up et les autres organisations que je viens de mentionner plus difficiles, pas impossibles. Il y a des façons de s'adapter, de faire des collaborations sur des projets qui peuvent attendre, par exemple, mais souvent, ce qui veut dire qu'ils sont peut-être moins stratégiques pour une entreprise. De mon point de vue, on ne peut pas demander aux entreprises, aux start-up de ralentir. Comme je l'expliquais, c'est une nécessité pour elles d'aller vite. Par contre, peut-être qu'il y a un petit bout de chemin qui peut être fait par d'autres organisations, bien que je comprends parfois la lourdeur administrative, bureaucratique, il y a des vérifications à faire, je peux comprendre tout ça, mais je pense qu'il y a quand même un milieu où on peut se rapprocher puis réussir à avoir des collaborations plus fructueuses dans ce point-là. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Je demande à l'organisateur pour donner encore quelques minutes parce que j'aimerais maintenant poser une dernière question spécifique à chaque panéliste pour finir ce panel. Et si je peux commencer avec Monsieur le Premier ministre, Monsieur Raffarin. Et
Et la question est, les entreprises françaises sont aujourd'hui très présentes dans le domaine de la recherche, du développement, l'innovation, etc. Quelles sont les opportunités de collaboration les plus prometteuses avec les entreprises québécoises et plus largement, comment imaginez-vous l'évolution des relations économiques et industrielles entre les entreprises françaises et québécoises d'ici 5 à 10 ans? Nous avons déjà des hauts niveaux de coopération. Donc, que ce soit dans les questions d'énergie, dans les questions scientifiques, dans les questions de transport, tout ce qui est mobilité. Nous avons, dans les grands défis que nous avons, aussi bien sur l'IA que sur les changements climatiques, nous avons non seulement des fortes coopérations, mais encore de fortes possibilités. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que le Québec et la France travaillent ensemble sur des sujets qui sont des sujets très internationaux. Tout à l'heure, vous disiez qu'il faut créer des systèmes de coopération et quelles étaient les limites. Je vais vous dire la limite la plus terrible aujourd'hui. C'est une sorte de pathologie de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on se refuse à avoir des fonds de pension, des fonds d'investissement binationaux, trinationaux, qui peuvent investir ensemble sur des projets communs. Mais attention, si ma souveraineté est en cause. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les pays définissent ce qu'est la part de souveraineté, définissent ce qu'ils doivent protéger. Tout le monde a des choses à protéger. Évidemment, c'est acceptable qu'un pays se protège. Mais il faut aussi définir ce sur quoi on veut travailler ensemble, ce sur quoi on veut coopérer. Et il faut coopérer, il faut chercher, parce que personne n'est fort dans tous les domaines. Aujourd'hui, la Chine cherche à avoir une capacité d'autonomie totale. C'est à mon avis une utopie. Mais c'est quelque chose qui nous fait peur aujourd'hui et qui conduit un certain nombre de leaders à se dire attention, il ne faut pas coopérer et donc à s'enfermer. Je crois qu'il faut définir ce qu'est la souveraineté d'un pays, ce sur quoi on veut maîtriser, ce sur quoi on veut vraiment les décideurs. La souveraineté, c'est ce qui dépend de nous. Mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire avec les autres. Et il faut avoir cette logique d'ouverture. Et quand on a des projets communs, nouveaux territoires de coopération, je le disais tout à l'heure, ces projets communs, il faut pouvoir les mettre quelquefois au-dessus de la politique. Car c'est possible. Je vous indique un projet qui existe aujourd'hui, qui s'appelle ITER, le projet énergie de fusion, qui est au fond l'énergie post-nucléaire. Eh bien, ce projet, il existe aujourd'hui dans le sud de la France, et figurez-vous qu'alors que nous sommes en guerre avec la Russie, que nous avons des difficultés avec la Chine, ça, autour de la table, il y a la Chine, il y a tout le monde travaille. Et ce projet-là est un projet multilatéral qui travaille indépendamment des conflits par ailleurs, parce qu'on est sur un sujet très stratégique sur lequel on a décidé que la coopération s'imposait à la souveraineté. Il faut avoir cette vision stratégique qui fait que, bien sûr, je suis favorable à la souveraineté. Bien sûr, comme tout politique, je souhaite qu'il y ait les leviers d'action entre les mains de la nation. Mais je sais aussi qu'on ne réussit pas tout seul. Je sais aussi que le monde est complexe et que la complexité, c'est la capacité que nous avons, nous, démocratie, à mesurer ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Cette complexité, les régimes autoritaires ne l'ont pas. Et c'est pour ça que les régimes autoritaires aujourd'hui nous conduisent à avoir un monde fractionné, un monde enfermé. Le populiste est celui qui ferme. Nous sommes d'avant des logiques d'ouverture. Mais l'ouverture, ça ne veut pas dire d'abandonner notre souveraineté, mais ça veut dire d'avoir un mapping de ce qu'on veut faire pour l'avenir, ce qu'on fait nous-mêmes et ce qu'on fait avec les autres. Et on a besoin des autres. Et la démocratie, c'est une ouverture. Et je crois vraiment que le danger aujourd'hui, c'est de faire croire que nous pouvons tout faire tout seul, tout le temps. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est être capable de piloter nos ambitions nationales, mais d'être capable aussi de piloter avec d'autres des projets qui nous dépassent. Et je pense que c'est ça le front des démocraties qu'il faut aujourd'hui développer. Et dans ce monde où, au fond, les régimes autoritaires avancent, pensons que nous ne sommes pas que transatlantiques, pensons qu'en Corée, au Japon, à Singapour, nous avons aussi des alliés et que ce monde transatlantique peut aujourd'hui faire connaître ses valeurs pour aller trouver des alliés au-delà sur la planète. Merci. Merci beaucoup de partager votre vision. Vice-président Collard, ma question est la région Émilie-Romagne, en fait, est souvent citée comme un modèle
en matière d'écosystème industriel régional. Et selon vous, quels sont les ingrédients essentiels d'un écosystème industriel performant? Sì, grazie. Adesso devo far uscire un po' l'orgoglio dalla mia regione, altrimenti mi tolgono la delega. E la regione Emilia-Romagna è la regione che fa più export in Italia e quindi bisogna sempre avere un po' di identità. E la regione che fa più export in Italia è una regione molto industriale, fa prodotti di nicchia di grande qualità che mettiamo nel mondo. Che se la fortuna di quella regione, se facessimo prodotti massivi avremmo già perso. Mentre invece, avevo detto l'automotive, ma potrei dire il food, potrei dire il packaging, potrei dire il fitness, potrei continuare. Però c'è una novità, che il più grande investimento europeo sull'intelligenza artificiale è stato fatto a Bologna. Un investimento eccezionale. Poi ovviamente avendolo a chilometro zero mi fa molto piacere. Però se io dico Tecnopolo di Bologna, dico l'Europa ha fatto l'investimento del più grande supercomputer per lo studio del clima, perché abbiamo un unico mondo. Chi rimuove il tema climatico fa un errore strategico, anche culturale. Anzi, i temi della sostenibilità devono diventare anche la nuova identità manifatturiera dell'Europa, delle nostre comunità. Si può creare lavoro, si può fare produttività, si può fare business andando anche verso la sostenibilità. E quel supercomputer funziona 24 ore al giorno. Vedete, se fate il vostro in Europa, se si fa il meteo, i dati arrivano da quel supercomputer. Secondo, stanno installando in queste ore il più grande supercomputer secondo al mondo sull'intelligenza artificiale, a disposizione del sistema privato, perché stiamo parlando di un luogo pubblico, a controllo pubblico, a disposizione delle filiere, anche delle piccole imprese, perché la grande impresa risolve, ma noi non dimentichiamolo, le nostre strutture dei nostri paesi, anche del Quebec, è fatta da piccole e medie imprese. Se le perdiamo, se non allunghiamo la mano tecnologica, attenzione che non solo non ci riconoscono, le perdiamo. Terzo, cosa arriva dentro a nello stesso spazio di quel Tecnopolo? Arriva anche l'Università dell'ONU, perché utilizzerà quei 2 supercomputer per fare la ricerca sull'impatto dell'habitat umano della tecnologia, la 14ª al mondo. Quando sono andato a Tokyo ad incontrare il magnifico rettore, mi ha detto: vengo a Bologna, uno perché avete l'università più antica del mondo e quindi me lo dovete dire anche prima. Secondo, vengo a utilizzare quei 2 supercomputer perché voi occidentali, lui è un sudafricano, non avete ancora capito l'impatto del clima sulle migrazioni, sulla povertà, l'impatto di quella tecnologia se non la governiamo. Detto dal rettore dell'Università dell'ONU fa riflettere. Ecco perché dobbiamo tenere relazioni come stiamo facendo qui oggi con l'Irlanda, col Quebec, con la Francia. Diventa fondamentale il tratto che mettiamo in campo dal punto di vista anche delle qualità, della qualità anche di chi lasciamo alle nuove generazioni, altrimenti uno fa il politico guardando, vuol dire a domani non ha capito niente. Se fa il politico è perché deve consegnare alle nuove generazioni qualcosa, altrimenti cambiatelo. Merci beaucoup. Bon, on n'a vraiment pas beaucoup de temps qui reste, mais je voulais laisser la parole juste pour demander le ministre Richmond, Monsieur Rousseau et Madame Bonjour. Est-ce que vous voulez parler le dernier mot et message clair? Moi, je peux faire en 1 minute. Vous m'aviez demandé les atouts du Québec, donc en 4 points. Le talent au Québec. On a un réseau collégial universitaire formidable, accessible, le moins cher en Amérique du Nord. On produit beaucoup de talent et on veut en attirer. Le leadership scientifique en quantum, IA, cyber, semi-conducteurs, technologie propre, très très fort. Hydro-Québec, une abondance abordable et propre, une énergie, c'est quand même important. Et finalement, notre ouverture sur le monde. Le Québec a accès à 15 accords de commerce avec le Canada, le Pacifique, les États-Unis, l'Europe. Et on est constamment en train de signer des nouvelles ententes
de collaboration en innovation et d'autres partenariats avec. On a des très bons liens avec l'Irlande, des très bons liens avec l'Italie, excellents avec la France. Donc, c'est une bonne place à faire, le Québec. Merci. Très bien, merci. Minister Richmond. Very briefly and very practically, when we look at the sectors where there's the most opportunity between Ireland and Quebec, specifically, we look at life sciences, we look at aerospace technology, and we look at the general financial services. That's a two-way opportunity in all three sectors that can benefit each other. We see Quebec very much as a gateway to Canada. Indeed, Ireland is a gateway not just to the European Union, but the United Kingdom. But the similarities between all the regions and countries represented at this stage are very, very clear. Let's steer into those similarities and work on those further and further. Thank you very much. Madame. Je peux rajouter seulement quelques mots. Je pense que le Québec a tous les ingrédients pour réussir. Le seul qu'il ne faut pas oublier, c'est l'ambition. C'était mentionné dans le vidéo d'entrée. On a beaucoup de PME au Québec. Il faut croire que ces entreprises-là peuvent continuer à croître, devenir des géants à l'international. Il faut y croire à tous les niveaux. Il faut leur fournir les ressources pour qu'elles puissent y arriver, que ce soit du capital. Puis, quand je parle de capital, je ne parle pas de quelques millions de dollars. Si on y arrive, je parle de centaines de millions de dollars. Et il faut leur permettre de recruter le meilleur talent partout. Si on veut créer, comme je disais, des géants de l'industrie. Et ça passe aussi par faciliter la mobilité du talent, faciliter l'immigration. Bon, merci beaucoup et je tiens à vous remercier d'avoir participé et partagé vos réflexions. C'est vraiment plaisir de modérer cette discussion avec les panélistes si inspirants.